Bienvenue à la présentation d'aujourd'hui intitulée La gestion des cas complexes au centre d'hébergement de soins de longue durée. Cette session fait partie de la série de webinaires nationaux du projet ECHO sur les soins palliatifs. Et comme pour les webinaires précédents, nous avons réuni plusieurs experts et chacun d'entre eux nous fera découvrir une série de diapositives et contribuera au dialogue tout au long de ce webinaire. Prochaine, s'il vous plaît. Prochaine. Oui, Voilà. Merci. Alors, avant de commencer notre présentation, je voudrais également profiter de l'occasion pour souligner que le territoire sur lequel je présente ma présentation, la ville d'Ottawa, est le territoire traditionnel non cédé et du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins habitent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Je reconnais l'oppression historique des terres, des cultures et des peuples d'origine dans ce que nous appelons maintenant le Canada. Et je crois fermement que le travail que nous faisons collectivement en soins palliatifs peut contribuer au cheminement de guérison et de décolonisation que nous partageons tous ensemble. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité d'être présents sur ce territoire. Prochain. Alors, un peu sur le projet ECHO en soins palliatifs, c'est un programme de renforcement des capacités grâce au télémentorat. Il vise à créer des communautés virtuelles d'apprenants en réunissant des fournisseurs de soins de santé locaux, ainsi que des experts régionaux, provinciaux, territoriaux et nationaux pour offrir de la formation continue et des possibilités d'apprentissage approfondi et présenter de brefs exposés et des discussions sur l'amélioration de la qualité. L'approche appliquée est tout le monde apprend, tout le monde enseigne. Le projet ECHO de soins palliatifs ne remplace pas la formation de base sur l'approche des soins palliatifs par le biais des programmes tels que les cours LEAP de Pallium. Si vous n'avez pas suivi un cours LEAP pour acquérir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour fournir des soins palliatifs plus précoces, plus efficaces et plus compatissants aux patients et à leurs familles, je vous encourage à le faire et vous pouvez visiter pallium.ca pour plus d'informations. Prochain, s'il vous plaît. Le projet Soins palliatifs ECHO est rendu possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. Le contenu et les points de vue exprimés tout au long de la présentation d'aujourd'hui ne représentent pas nécessairement les points de vue de Santé Canada. Et aussi, les webinaires francophones sont soutenus par une contribution financière de la Caisse des dépôts et placements du Québec. Et encore, les opinions exprimées au présent ne représentent pas nécessairement celles de CDPQ. Prochaine. Alors, j'aimerais vous souhaiter à nouveau la bienvenue à ce qui promet d'être une session très intéressante et informative sur un sujet aussi important. En ce qui concerne le fonctionnement, vos microphones ont été mis en sourdine, mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas vous entendre. Nous aimerions connaître votre avis, vos questions tout au long du webinaire. Vous pouvez vous exprimer en utilisant la fonction Q&R au bas de votre écran. Ce faisant, vous contribuez à la collecte des connaissances qui seront produites au cours des 60 prochaines minutes. Nous vous en remercions donc à l'avance. Nous collecterons et rassemblerons toutes ces données pour référence future. Cette session est enregistrée et sera disponible dans quelques jours sur le site web de pallium.ca. Je pense qu'on va vous envoyer aussi par courriel un lien aux présentations. N'oubliez pas de ne divulguer aucun renseignement personnel sur la santé pendant la session. Okay, alors, bonjour, je suis votre hôte pour le webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Jeffrey Mote et je suis le PDG de Pallium Canada. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente, premièrement, Dr. Benoît Robert, l'un des animateurs LEAP le plus apprécié de Pallium. Les animateurs certifiés de Pallium apportent leurs expériences, leurs connaissances et leur passion
pour offrir l'IP et plaider en faveur de meilleurs soins palliatifs dans leur communauté. Et ceci était un exemple, un excellent exemple. Et une bienvenue très chaleureuse aussi à Danielle Marcotte, infirmière, chef d'administration de programme soins palliatifs CIUS du nord de l'île de Montréal. Prochaine, s'il vous plaît. Pallium, alors comme ma déclaration de conflit, Pallium est une organisation nationale à but non lucratif fondée en 2000, basée à Ottawa et financée en partie par Santé Canada. Pallium permet aux organisations de soins de santé, aux professionnels de la santé et aux membres de la communauté d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour offrir de meilleurs soins palliatifs plus rapidement, plus efficacement et avec plus de compassion à tous les Canadiens. Ces webinaires sont, comme j'ai dit, partiellement financés par une contribution de Santé Canada et CDPQ. Et en ce qui concerne les conflits d'intérêts, je suis employé de Pallium Canada et je ne crois pas qu'aucun de nos présentateurs n'ait des conflits. Alors, je passe la parole à Dr. Robert. What? Bonjour tout le monde, merci Jeffrey. Aujourd'hui, on va parler un peu de la gestion des cas complexes au CHSLD. Et puis pour commencer, on va parler un peu des trajectoires de démence, l'approche à la cachexie et puis finalement les symptômes de fin de vie. Prochaine. Voilà. Donc, pour ouvrir le sujet, on va commencer par quelques définitions pour mettre la table. Donc, les soins palliatifs sont l'ensemble des soins actifs globaux dispensés aux patients atteints d'une maladie grave avec un pronostic réservé. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les principes fondamentaux sont l'atténuation de la douleur, le soulagement des symptômes physiques ou psychologiques et soutenir la vie et considérer la mort comme un processus normal. Dans le même ordre d'idées, à l'autre diapositive. Donc, le but des soins palliatifs, c'est d'avoir la meilleure qualité de vie possible pour les patients et leurs proches et de fonctionner en interdisciplinarité avec les différents professionnels pour pouvoir soutenir le patient. Et dans le même ordre d'idée toujours, le principe fondamental des soins palliatifs, c'est qu'on ne hâte pas ni retarde pas la mort. On atténue la douleur et les autres symptômes, puis on s'assure d'intégrer tous les aspects psychosociaux et spirituels au niveau du patient et de sa famille. Donc, c'était les prémices pour commencer la rencontre d'aujourd'hui. Merci, Daniel. J'ai un peu de problème là pour avancer les diapositives, donc quelquefois, c'est juste un peu de patience, s'il vous plaît. Alors, moi, j'aime cette photo de la Voie lactée que j'ai prise parce que ça me rappelle un peu à quel point nous en savons tellement peu. On se concentre sur les étoiles brillantes, et de ça, on dérive des constellations qui nous guident. En même temps, la majeure partie du ciel est noire. Et ce qui vraiment est intéressant quand j'ai pris cette photo en Bolivie, c'est que j'ai appris que les Incas, en regardant la Voie lactée, eux, utilisaient les zones noires pour décrire leur constellation. Alors, une des choses à se souvenir vis-à-vis quand quelqu'un est admis dans un centre d'hébergement SLD, c'est que il y a une mortalité qui est associée avec. Alors, juste pour commencer, 1% de la population meurt chaque jour. 50% des personnes nouvellement admises vont mourir dans l'année qui arrive. Et en moyenne, les gens y vivent pendant 2 années et demie dans les soins de longue durée. Et si on regarde ça à l'admission, c'est un peu comme le prognostic que quelqu'un aurait quand ils reçoivent le diagnostic d'un cancer du pancréas. Et la population dont on va parler, l'âge moyen est supérieur à 85 ans. 90% en moyenne souffrent d'une forme de démence et la moitié présente avec des comportements agressifs. Presque tous ont 2 maladies chroniques ou plus. 60% ont besoin d'un fauteuil roulant et il y en a un tiers qui sont suivis pour un problème médical aigu. Et ça, ce sont des statistiques de l'Ontario. J'imagine qu'elles sont pareilles dans les autres provinces.
Alors, juste pour présenter un peu les idées, on va parler de M. Alfred Zimmer, qui a 94 ans. Il est un nouveau immigrant, pas nouveau parce que ça fait 70 ans qu'il est ici, mais il a 2 enfants et puis 4 petits-enfants, et puis la famille est très présente. Il est au stage 7, c'est-à-dire assez sévère de la maladie d'Alzheimer. Alité, il dort. La plupart du temps, il a une incontinence mixte et puis il ne sait pas où il est la plupart du temps. La famille insiste qu'il s'alimente, mais il peut seulement avaler une diète molle et a tendance à s'étouffer quand même. Et il commence à manger de moins en moins. Les niveaux de soins D, et puis pour ceux qui sont en Ontario, c'est ce qu'on appelle niveau de soins 1. Et un cousin aux États-Unis croit qu'il y a une mesure alternative en pilule, en comprimé, où son oncle pourrait revenir à la normale. Alors, avec tout ça, on voit qu'il a un PPS de 30%. Et un PPS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une façon de décrire l'activité qu'une personne a. Et quand ils sont alités et quand ils mangent de moins en moins, et si on est parfois conscient de son environnement, c'est un PPS de 30%. Une personne normale a un PPS de 100% et une personne morte a un PPS de 0%. Donc, je vais parler un peu de la fragilité parce que quelqu'un avec une démence a une fragilité énorme. Alors, selon le réseau canadien sur la fragilité, c'est défini comme un état de vulnérabilité accrue, avec une réserve physique réduite et une perte de fonction dans plusieurs systèmes corporels. Ce qui fait que ça réduit la capacité de faire face à des stress normaux ou mineurs. Et ça peut entraîner des changements rapides et dramatiques dans la santé. Moi, j'aime me servir de l'analogie d'un canot. Alors, une personne qui est en bonne santé et très robuste, c'est comme ce canot qui flotte sur l'eau calme. Il glisse doucement, rapidement, avec chaque coup de pagaie. Même si le vent commence à remuer ou qu'il y a des vagues, il n'y a pas de problème. Et s'il commence à pleuvoir, la personne peut accéder à un parapluie à l'avant du canot et peut facilement se pencher, l'attraper sans se soucier de le renverser. Mais la fragilité, par contre, peut être vue comme ce canoë, mais avec une grosse charge. Donc, le canoë n'est plus capable de flotter aussi bien qu'avant et plus immergé dans l'eau. Avec n'importe quelle petite vague ou un vent, il peut basculer très facilement. Et quand il pleut, une question peut devenir, est-ce que la personne attrape l'imperméable à l'avant du canot ou il risque de le renverser, ou est-ce qu'on attend que la pluie s'arrête? Alors, ça, c'est juste une façon de démontrer quand il y a un stress mineur, quelqu'un de normal, qui est la ligne verte, va rebondir très rapidement. Quelqu'un qui est un peu plus âgé va rebondir, pas tout à fait au même niveau, mais va reprendre beaucoup. Mais quelqu'un qui est fragile, le changement de fonction va être énorme. Et puis à ce moment-là, il y aurait juste un petit peu moins de rattrapage. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se souvenir que les organes n'ont plus 18 ans. Okay? Quand il y a une perte de fonction, par exemple, moi, je ne peux plus sprinter comme je faisais quand j'avais 18 ans. Alors, les poumons ne fonctionnent plus, le foie, le cœur, les reins, les muscles, le cerveau et aussi la peau. Alors, quand on regarde à ce qui peut se passer avec les trajectoires, on voit qu'avec le cancer, c'est très, très, très défini. Dès que les choses commencent à changer, ça change énormément. Et ici, là, c'est à ce niveau ici-là où on peut imaginer un PPS de 30%. Quand il y a des maladies chroniques, par exemple défaillance cardiaque ou pulmonaire, on voit que ça commence on voit le trajectoire qui est différent. Et avec la démence et la fragilité, c'est encore plus différent. Alors, ce que j'aime dire et remarquer, c'est qu'on voit avec chaque maladie, à chaque épisode, que ce soit une infection de la vessie, une pneumonie ou n'importe quelle infection, on voit qu'il y a un manque de fonction, il y a la fonction qui baisse énormément et qu'on rattrape seulement un petit peu. Et petit à petit, on commence à perdre de ce qu'on pouvait faire. Et vers la fin, ici, là on peut peut-être considérer chaque infection un peu comme une crise
qui est très proche de la mort. Et pour ceux qui ont travaillé longtemps, j'aime bien ce diapo ici, mais en fin de compte, généralement, on va d'une crise à l'autre et puis on appelle la famille, on leur dit, je ne pense pas que M. Alfred va survivre la semaine, et puis on le traite quand même, et puis il rebondit. Encore pas tout à fait où il était, mais il rebondit quand même. Alors l'idée ici, c'est que quand on regarde un prognostic, avec les cancers, c'est une histoire qui commence avec un début. On a un diagnostic, et puis on connaît la maladie, on connaît la trajectoire. Les oncologues ont beaucoup d'idées de ce qui se passe et tout. Et les questions que les personnes se demandent, c'est combien de temps est-ce qu'il me reste? Le calendrier de traitement domine la vie. Et puis, il y a des nombreux services, des nombreux prestataires. C'est très, très, très social vis-à-vis du traitement. Mais quand on a une histoire où vraiment il n'y a pas de début, par exemple une insuffisance cardiaque ou une démence, c'est une différente trajectoire. C'est une trajectoire d'invalidité. Et la plupart des conversations sont dans l'ordre de « j'espère que ça ne va pas s'aggraver ». En même temps, il y a d'autres maladies à gérer. Et contrairement avec le cancer, c'est que le monde social commence à avoir un déclin. Et c'est difficile à avoir la compagnie humaine à cause des diverses visites avec les médecins. Alors moi, ce que je suggère, c'est qu'une fois que quelqu'un est admis à un soin de longue durée, c'est que ça, c'est le début de la trajectoire. Et donc, ce qu'on voit à l'admission, c'est qu'on peut commencer avec des soins palliatifs et au fur et à mesure que le temps passe et qu'on a moins en moins de capacité avec les effets curatifs ou de réadaptation, on commence à se servir de plus en plus de soins palliatifs. Je me souviens que quand j'étais à l'école, quelqu'un m'avait dit qu'on se sert seulement de 10% de notre cerveau. Et si c'est vraiment le cas, j'imagine que quelqu'un qui souffre d'une démence utilise tout son cerveau tout le temps. Et lorsqu'il est surmené, on peut noter une défaillance cérébrale, un peu comme une défaillance cardiaque, que moi j'appellerais le délire ou le délirium. Et on voit ça petit à petit avec les gens avec une démence parce qu'on voit des problèmes de mobilité, d'incontinence, de pneumonie par aspiration. La coordination des fonctions corporelles ne se produit plus parce que les nerfs ils s'arrêtent de fonctionner parce que la démence, ce n'est pas juste le cerveau, c'est partout dans le corps. Alors, ça entraîne des chutes, des problèmes de déglutition, les pneumonies d'aspiration, même la capacité de se tourner quand on se sent mal assis. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des lésions de pression. Et finalement, l'appétit commence à diminuer. Alors, quand l'appétit commence à diminuer dans le monde de cancer, ça s'appelle la cachexie. Et c'est plus ou moins la même idée dans les maladies chroniques, dont la démence est une, dégénérative aussi. Un autre mot pour ça s'appelle l'inanition. C'est vraiment un état physiologique. On ne peut pas utiliser la nutrition comme d'habitude. Alors, lorsque les gens souffrent de la cachexie, ils ne peuvent plus absorber les nutriments comme avant. Alors moi, j'imagine que je suis invité à un grand dîner d'anniversaire. J'ai un peu trop mangé, mais maintenant, l'hôte insiste que je prenne une autre portion. Et à ce moment-là, quand je la mange, elle n'a plus aussi bon goût. Et je me sens encore moins bien après avoir mangé ce petit extra, même si ça goûtait bien au début. Avec la cachexie, les gens ressentent la même chose, mais avec seulement quelques bouchées. L'autre chose qui peut se passer en même temps, c'est une préférence pour une texture d'alimentation. Alors, par exemple, si je ne me sens pas bien, je suis un peu malade et que je descends à la table avec la famille, il se peut que je ne veuille pas manger du poulet ou du steak. Et je peux même peut-être essayer un peu le bœuf haché ou la purée de pommes de terre avec un pâté chinois. Mais si vraiment je n'ai pas faim du tout, je vais juste avoir le petit pudding ou même peut-être juste un bouillon de soupe. Et ces préférences-là avaient la texture du régime, donc une texture régulière, hachée,
en purée, liquide épaissi et finalement liquide, c'est la deuxième partie de la cachexie. Et ces deux choses-là peuvent arriver en même temps ou indépendamment. Et quand on regarde, je m'excuse de l'anglais, mais quand on regarde ça, c'est important à comprendre que ce n'est pas la faim. Okay? Parce que quand on a faim, on souffre parce qu'on ne mange pas. Alors qu'avec la cachexie, on souffre quand on mange. Et dans la plupart des maladies chroniques, plus de 30% des personnes ont de la cachexie qui affecte leur traitement et qui les affecte aussi vis-à-vis de la fonction. Je répète, avec la faim, les gens souffrent parce qu'ils ne mangent pas. Avec la cachexie, les gens souffrent quand ils mangent. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que quand on a une démence et que tous les réflexes, toutes les choses qu'on prend comme acquis commencent à disparaître petit à petit. Alors, il faut se rappeler que la démence est fatale tout le temps. On peut mourir d'autres choses avant, mais s'il y a rien d'autre si on meurt de rien d'autre avant, c'est la démence qui va devenir la cause de la mort. Et puis en cas de fragilité, alors, le plus une personne a une démence, le plus la personne est fragilisée. Alors donc on peut voir qu'on va avoir des effets secondaires des médicaments, on va avoir des effets secondaires qu'on n'attend pas des maladies. Et puis, les infections vont s'empirer. Souvent, ça va entraîner une septicémie. Une hanche fracturée, par exemple, parce qu'on a perdu un peu l'équilibre, peut entraîner un taux de mortalité de 75 à 90% à 3 mois. Okay. Et puis enfin, petit à petit, s'il n'y a rien d'autre, c'est la cachexie, où la personne finit par manger de moins en moins. Les organes commencent à mourir petit à petit, donc ils ont besoin de moins de nutrition. Mais c'est une question où, par exemple, l'estomac ne va pas digérer, le foie ne va pas produire les enzymes, le pancréas ne va plus fonctionner et tout ça. Donc, si on donne plus à manger, c'est là où on voit des réflexes de vomissement, on voit des réflexes de diarrhée, on voit de la sueur qui s'en vient et puis on voit que la personne n'est pas confortable. Maintenant, c'est Daniel. Merci, Ben. Donc, on a vu rapidement, c'est très rapide, mais c'est très intéressant. On a vu l'évolution de la maladie à la démence à travers les différentes étapes. Et là, que je voulais amener à un autre aspect, c'est qu'on oublie souvent, c'est la famille. Souvent, on va penser aux patients, mais la famille est partie prenante, surtout avec les patients qui ont des démences, dans les prises de décision puis dans le cheminement au niveau de l'accompagnement. Donc, on va regarder dans les prochaines diapositives comment on peut accompagner les familles qui sont très, très, très importantes. La prochaine. Donc, la première chose, comme les familles sont omniprésentes, il faut être sensible à comment c'est vécu la maladie, comment c'est vécu la situation. Donc, l'importance de la culture. Donc, la famille, quelle culture elle vient? Donc, est-ce que c'est d'origine asiatique? Est-ce que c'est d'origine hispanique? Donc, ça va me guider, moi, comme intervenant, à comment je vais accompagner la famille à travers cela. Parce que selon la culture, on n'a pas la même vision de la vie et de la mort de la maladie. Au même sens que les valeurs. Les valeurs, tout dépendant de l'âge de la personne, est reliée avec sa culture. Elle ne verra pas la maladie ou la gestion des symptômes de la même façon. Est-ce que dans les valeurs, il va y avoir un aspect spirituel? Est-ce qu'il va y avoir un autre aspect qui va être existentiel, la vie à tout prix? Le sens de la vie qu'elle donne en tant que telle. Donc, si moi, demain, je suis avec une jeune famille d'informaticiens, il se pourrait très bien qu'ils sont habitués qu'il y a toujours moyen de déboguer un problème. Donc, leur valeur, c'est qu'à chaque problème, il y a une solution. En fin de vie, parfois, la solution va être justement d'accompagner, d'aller vers la mort éventuellement. Mais selon les valeurs, il y a des gens que ça ne rentrera pas dans leur case. Donc, ça va être de les accompagner à travers ce processus-là. Aussi, il y a des clés importantes, puis qu'on oublie parfois, il y a des règles de communication dans la famille. Donc, tout dépendant, le patient qui est devant moi ou l'accompagnateur ou l'aidant naturel qui est à côté, c'est qui le chef de la famille? Est-ce que c'est le chef de la famille qui est en train de décéder ou c'est le chef de la famille qui est à côté
parce que selon les cultures, des fois, c'est le rôle matriarcat. Le père ou la mère a le dernier mot toujours, même si elle ne comprend pas tout. Donc, de voir comment on va les accompagner. Il y a d'autres familles que ça va être l'aîné. C'est le fils qui va... Donc, c'est important de connaître toute cette dynamique familiale-là pour comment on va faire accompagner les gens. Et par-dessus ça, il y a toujours les discordes familiales. On n'a jamais vu le fils ou le frère depuis 10 ans, et là, tout d'un coup, il arrive dans le portrait. Donc, voir comment on va réussir à gérer cette situation-là, qui va nous permettre qu'on va pouvoir cheminer à travers les soins palliatifs. Parce qu'il faut comprendre que malgré que moi, comme intervenant, j'ai déjà conceptualisé la fin de vie de ce patient-là, c'est pas au même niveau de la famille. Donc, il faut que je les accompagne si je veux réussir éventuellement à créer un bel accompagnement au niveau des soins palliatifs. Au même titre aussi, la situation financière de la famille. Donc, est-ce que c'est le mari qui va décéder avec tous ses sous? Est-ce que ça va faire un enjeu sur la famille? Donc, est-ce qu'il y a un enjeu d'héritage? Est-ce qu'il y a un enjeu de standing de la famille? Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont souvent non dits, mais qu'on va vivre à travers les soins palliatifs. Les soins palliatifs, souvent, vont faire ressortir plein de choses, les querelles familiales, comme les problèmes financiers et tout. Et là, nous, comme on accompagne la famille, ça va être de s'outiller pour pouvoir les soutenir. Est-ce que je vais mettre une travailleuse sociale dans le dossier? Est-ce que je vais devoir mettre un psychologue, un accompagnateur spirituel? Mais c'est des choses qui se préparent. Normalement, CHSLD, à moins de situations rapides, c'est un patient qu'on a appris à connaître dans le temps. Tantôt, Dr. Robert a fait la référence que l'espérance de vie entre 2 ans et demi maximum, mais que tout dépendant. Donc, normalement, c'est un patient qu'on va admettre et qui va évoluer dans le temps avec plusieurs crises. Donc, faire référence aux crises qu'on va avoir vécues à travers la pathologie. On va pouvoir devenir meilleur dans la situation. Donc, on va apprendre à gérer ce genre de choses-là. Et ça va être important de documenter. Donc, normalement, si on a à travers les Cardex et à travers les différents outils, pour pouvoir se préparer, qu'éventuellement, il va y avoir une fin et on est capable à se préparer. C'est très rare que le soin palliatif, si on exclut une cause traumatique, on ne peut pas préparer la fin de vie en tant que telle. On ne va pas changer de diapositive. Donc, réaction des familles, toujours dans le même ordre d'idée. On ne réagit pas tous de la même façon face à une maladie grave. Donc, la première chose qu'on regarde toujours, c'est le vécu. Donc, c'est quoi l'expérience qu'on a vécue à travers la maladie? Donc, est-ce que je suis une personne âgée qui a vu tous ses frères et sœurs décéder et là, c'est mon épouse qui va partir? Est-ce que c'est ma seule expérience du vécu? J'ai eu une grand-mère qui est décédée il y a 10 ans et je l'ai vu souffrir. Donc, mon sens de la mort, c'est la souffrance. Donc, c'est de là l'importance de connaître le vécu. Puis ça, c'est dans des belles interactions qu'on peut avoir avec les familles en tant que telles. Quelle stratégie qui est habituellement utilisée par la famille? Donc, est-ce qu'il y a des familles, des cultures qui vont ça va être sous silence? On ne parle pas de la mort, on ne parle pas de la fin de vie. On va toujours s'en sortir et jusqu'à la fin, on va omettre d'en parler. Donc, il y en a d'autres, c'est le contraire. Écoute, tu es rendu vieille, rendu à 99 ans et demi, donc blablabla. Donc, on va rentrer en interaction avec les familles parce qu'on va en apprendre un petit peu plus pour pouvoir les aider à cheminer. Aussi, puis il y a aussi dans la stratégie habituellement utilisée, donc j'avais oublié de parler, il y en a qui vont se tourner vers le spirituel dans la stratégie face à la maladie. Donc, c'est toutes les valeurs spirituelles, tandis que d'autres, c'est la médecine à tout prix pour pouvoir réussir à passer à travers une autre situation. Ce qu'on a vu dans les dispositifs de Dr. Robert tantôt, et comme c'est une autre crise encore, donc une Xème pneumonie d'aspiration, une Xème infection, il va s'en sortir, on l'a déjà vécu dans le passé. Mais il faut quand même ramener sur la situation qui est possible qu'à un moment donné, on ne puisse pas s'en sortir. Le rôle de la personne malade, donc avec ses proches, est-ce que, comme c'est une maladie qui dure depuis des années, donc est-ce que c'est quelqu'un qu'on est fatigué? Il faut enlever la culpabilité parce qu'avec la maladie d'Alzheimer, pour la nommer celle de tantôt, ce n'est plus l'oncle, le père qu'on a connu, c'est une autre personne à travers la maladie. Donc, parfois, les aidants naturels sont épuisés, ils se sentent coupables à travers la maladie, de dire, écoute, ça fait longtemps qu'il est comme ça, c'est plus l'homme que j'ai connu et je trouve ça difficile. Donc, c'est de l'accompagner à travers le rôle que cette personne-là qu'on aime beaucoup et soutenir les proches.
La durée de la maladie, j'en ai parlé aussi. Donc, la durée de maladie, c'est donc un cancer qui est un pronostic de moins de 2 ans versus une démence qui s'est étirée depuis 5-10 ans, qui a commencé, différents stades, 2, 3, 4. À un moment donné, le placement, il est placé dans une RPA, après ça, puis une ARI, d'un CHSLD. Et là, ça continue. Donc, les gens, ça fait des années qu'ils ont communiqué à travers ça, puis à un moment donné, à travers les différentes rechutes, ils ne réaliseront pas que c'est peut-être la bonne. Ou encore, ça va être l'inverse, c'est qu'ils sont tannés. Donc, ils sont coupables, mais ils voudraient que ça se passe pas. Donc, c'est de les accompagner à travers ça. Je répète beaucoup le mot accompagner, c'est pas involontaire. C'est parce que j'ai oublié de parler tantôt. Moi, dans le préambule, j'ai travaillé 25 ans sur CHSLD. Et là, ça fait à peu près 7-8 ans que je travaille dans l'unité soins palliatifs. Et souvent, en CHSLD, la mort, la fin de vie n'est pas très bien exprimée, bien avancée. Pourtant, ça va être une finalité en CHSLD. Tous les 100% des patients, normalement, vont décéder en CHSLD. Et ce n'est pas toujours perçu comme ça par la famille en tant que telle. Donc, de là, de l'importance de les soutenir à travers les différents processus parce qu'ils vont avoir une finalité éventuellement. Y avait-tu une question? J'avais vu un petit chat. OK, non, ça n'a pas rapport. Excusez. Donc, on va aller sur la douleur, reconnaître la douleur. Aujourd'hui, Dr. Aron n'avait pas la prétention de donner un cours sur les soins palliatifs. On en a parlé en préambule tantôt, donc il y a le Pallion qui est super intéressant et très approfondi. Là, c'est juste un survol pour rappeler ce que j'ai observé souvent dans le passé, des situations que les patients ont eu de la difficulté d'accompagner ou les familles à travers le processus de fin de vie. Donc, là, je vais vous partager ce que j'ai observé dans le passé. Donc, une des premiers obstacles que j'observe beaucoup, c'est le soulagement de la douleur qui est mal compris autant par les familles que par les équipes soignantes. Et je l'observe aussi en soins palliatifs, en unité aussi, là, à niveau variable. Les familles, au niveau de la culture. Donc, la culture, comment je vois la souffrance, l'agonie, la douleur. Pour certaines cultures, souffrir, on gagne, je vais te faire une analogie, on gagne le ciel. Il faut souffrir pour gagner au ciel. Donc, la souffrance est un processus normal et dès qu'on va vouloir soulager, il y a des obstacles. Versus, il y a des patients ou des cultures que c'est important de s'exprimer. Toute personne qui a déjà vu des accouchements, vous avez vu qu'il y a des degrés variables entre les gens qui vont s'exprimer beaucoup face à l'accouchement versus qui s'exprimeront moins. C'est la même chose au niveau des proches qui vont être autour du patient. Il y en a qui vont normaliser la souffrance, d'autres qui ne voudront pas qu'il souffre du tout. Donc, ça va être de faire beaucoup d'enseignements. Puis dans les prochaines étapes qu'on va voir, c'est très axé sur l'enseignement. Donc, indépendamment de la culture, c'est d'enseigner comment on pourrait soulager puis rendre confortable et rendre mieux le patient. La compréhension de la maladie et le manque de connaissances face à la pathologie. Donc, la compréhension de la maladie, on l'a vu tantôt descendre en escalier, qui pourrait avoir éventuellement une descente qui ne remontera pas. Et la connaissance de la médication. Les gens, maintenant, la tristesse qu'on a sur Google et Wikipédia, c'est qu'on peut tout avoir et son contraire. Donc, si vous regardez un Tylenol, pour dire une analogie simpliste, vous pouvez avoir constipation et toutes sortes d'autres symptômes qui fait que ce n'est pas le but c'est pas la cause de l'indication première. Et les gens vont aller sur Google, puis ils vont aller chercher une molécule, puis ils vont aller chercher l'extrême droite, puis ils vont oublier que dans le fond, au niveau de la médication, le but premier, c'était quoi? Donc, de là, l'importance qu'il va falloir accompagner les familles tout au long du processus pour expliquer la raison du pourquoi qu'on donne une médication reliée au stade de la maladie. Et aussi, le soulagement de douleur, toujours, il y a l'histoire familiale. Donc, l'histoire familiale, c'est ma tante une telle, on a donné une morphine et dès que l'infirmière est sortie, notre proche est décédé. Donc, la fameuse piqûre qui a tué le proche. Donc, l'histoire familiale, souvent, c'est très ancré et c'est difficile de désamorcer ce genre d'image-là que les gens ont. Parce que vous allez dans vos proches, même dans votre expérience personnelle, parfois, si vous n'êtes pas familier avec les soins palliatifs, on se souvient d'une histoire où que le patient est décédé suite à une injection. Mais vous comprenez qu'une injection, il va toujours en avoir une dernière, comme il va avoir un dernier repas, puis comme il va avoir une dernière musique. Donc, c'est
c'est de l'amener aux familles pour qu'ils puissent comprendre et adapter notre vocabulaire en conséquence pour les faire cheminer, dans le fond. Et c'est dans le même ordre d'idée pour les équipes soignantes. Les équipes soignantes, les connaissances sont inégales. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances au niveau de la médication et des signes et symptômes de la maladie. Puis il y en a d'autres qui en ont moins. Ils sont plus dans les automatismes. Donc, de là l'importance qu'en 2015, on en parlait, jusqu'on est rendu en 2022, c'est toujours la même situation. Il faut ramener dans les soins de longue durée l'approche palliative intégrée et de pouvoir faire de l'enseignement au niveau des soins palliatifs pour augmenter les connaissances des soignants. Donc, c'est de reconnaître les signes de la fin de vie, reconnaître les souffrances du patient, la gestion de la médication, bien la comprendre et défaire les mythes. Donc, les mythes étant souvent reliés à je ne veux pas tuer mon patient, je ne veux pas lui en donner trop de médicaments. Le fait de la morphine, donc la mort en français, on ne l'a pas en anglais, mais en français, on dit mort fine. Donc, une belle mort. Fait que le monde a une analogie que la morphine va tuer. Donc, et on n'a pas la même image nécessairement à travers nos mythes. C'est que moi-même, ce que j'ai parlé au niveau des patients familles, la culture et la compréhension, c'est la même chose au niveau des intervenants qui sont moins habilités parfois à faire des soins de fin de vie. Fait qu'ils vont avoir souvent l'effet miroir. L'effet miroir, et si je me reconnais à travers le patient. Donc, ce patient-là ressemble à mon père, à mon grand-père, et je ne voudrais pas le tuer, je ne voudrais pas. Donc, c'est de là qu'il faut accompagner les équipes soignantes pour qu'ils soient en mesure de bien reconnaître les signes et symptômes et pouvoir soulager le patient à travers ça. Donc, la prochaine diapositive. On ne fera pas un cours aujourd'hui sur l'évaluation de la douleur, mais c'est simpliste aujourd'hui. Donc, pour un patient lucide post-op, c'est assez facile. Donc, on a le PQ à rester, on a l'échelle de la douleur de 1 à 10. Donc, toute personne qui s'est déjà fait opérer à un moment donné ou qui a ces patients qui sont lucides, on va l'utiliser. Mais avec des patients comateux, avec des patients déments, c'est plus difficile parce qu'ils n'utiliseront pas le vocabulaire ou ils ne s'exprimeront pas du tout. Donc, il faut aller chercher d'autres moyens. J'ai pris un exemple ici, l'échelle visuelle puis l'échelle de nez. Donc, l'échelle visuelle, donc on voit là, au niveau du facial. Mais l'échelle de vide-nez, j'ai été chercher celle de la sédation palliative continue sur la prochaine diapositive, qui est au niveau du collège. On le retrouve au niveau du collège, mais dans chaque organisation, vous allez leur retrouver la grille de surveillance pour la sédation palliative. Donc, c'est le rose pâle, on pourrait dire, là. Et ça, vous n'avez pas besoin de l'imprimer nécessairement, mais quand on en fait souvent, c'est naturel. Donc, est-ce que mon patient a un visage détendu ou crispé? Donc, si moi demain il grimace, ça, c'est un signe de douleur. Est-ce qu'il y a des larmes? Est-ce qu'il gémit lorsque je le mobilise? Est-ce que ses membres sont tendus, rigides, raides? Est-ce que je suis capable de le bouger facilement? Est-ce que sa respiration est rapide? Son pouls? Donc, c'est tous des signes que une fois qu'on a assimilé l'échelle de nez, ça devient naturel. Donc, quand je vais rentrer dans la chambre, je vais voir M. Alfred de tantôt, M. Zeimer. Donc, s'il a le visage crispé, dès que j'y touche un peu, il gémit, il est dur comme une barre, je me rends compte que c'est pas parce qu'il est comateux qu'il ne souffre pas. Et souvent, dans les mythes que les gens vont se faire, c'est que le patient, voyons, il dort tout le temps, donc il a pas mal. C'est pas vrai. Un patient, malgré sa démence, malgré qu'il est comateux, peut souffrir. C'est de là l'importance de bien évaluer son patient pour s'assurer qu'il est confortable et qu'il ne souffre pas malgré qu'il ne peut pas s'exprimer. La prochaine diapositive. Donc, on arrive au soulagement de la douleur. Donc, la première étape, souvent en soins de longue durée, c'est les familles qu'on connaît depuis plusieurs années, 1 année, 2 ans. On a créé des liens avec eux et avec toute leur culture, ils vont avoir des résistances suite à leur compréhension qu'on s'en va vers la fin de vie. Donc, ça va être très important de ramener en avant l'évolution de la maladie, parce qu'on est rendu. Et souvent, c'est que l'effet, on est trop proche de l'arbre, on ne voit pas la forêt. Souvent, les proches ne verront pas qu'on s'en va vers une fin de vie. Vous nous avez appelé 2, 3 fois déjà les derniers mois que mon proche allait décéder. Ça n'arrivera pas. Donc, il faut ramener sur ce qu'on observe aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, vous avez raison. Mais présentement,
on n'est pas certain que ça va passer à travers cette crise-là. Et de ramener sur la médication, on en a parlé tantôt, donc, c'est-à-dire expliquer ce qu'on va donner, mais je vais en parler dans les prochaines diapositives. Ce qui est important, puis c'est là que le nœud de la guerre présentement, puis je m'en rends compte avec les familles qui sont particulières parfois, donc c'est difficile de les faire cheminer à travers la maladie, c'est vraiment de revaloriser le rôle de la famille dans le processus. La famille n'est pas un spectateur qui regarde le film. On doit l'impliquer et souvent, certaines cultures mettent les familles à l'extérieur. Donc, ce que j'ai appris avec le vécu, c'est important de faire participer les familles aux soins de base. Donc, si j'explique que monsieur Untel, monsieur Zimmer est souffrant à la mobilisation, mais si la famille participe lors de la mobilisation, on tourne monsieur, on le rafraîchit, on le lave, puis on entend des gémissements, puis quand on requitte par la suite, il n'est pas confortable, c'est pas parce qu'on l'a pincé, vous comprenez? C'est parce que sa maladie évolue, il y a des souffrances physiques qui fait qu'ils ne sont pas apaisés avec la médication actuelle. Donc là, l'important est de les impliquer les familles parce qu'ils vont constater. Souvent, le degré affectif, c'est qu'on ne veut pas que les gens qu'on aime souffrent. Et le fait de les voir dans la souffrance va aider à voir comment ça avance. Aussi, dans le même ordre d'idée, souvent, les familles sont au chevet, ils vont veiller auprès de leurs proches, mais ils ne savent pas quoi faire, ils se sentent inutiles. Fait que souvent, nous, on va faire de l'enseignement au niveau des soins de bouche. Donc, le soin de bouche, c'est simple. Avec une petite toutette, on fait des soins, on hydrate au niveau, de la langue, de la bouche, parce que c'est très souffrant d'avoir la langue sèche, surtout quand on est en hyperventilation avec la bouche ouverte. Les familles ont le sentiment de s'occuper de la personne. On peut avoir une petite débarouillette humide, la rafraîchir. C'est des choses importantes parce que c'est pas juste d'être assis auprès du proche et avec leur téléphone cellulaire, souvent. Et là, le fait de participer aux soins, ça crée un lien et ça va faire la différence pour la prochaine étape qu'on ne parle pas aujourd'hui, et l'accompagnement, faire le deuil. Dans les situations de crise, j'avais juste le dernier point que j'avais oublié, qui va être important, c'est d'avoir un seul répondant normalement par famille, si on est capable. C'est que vous comprenez que si le frère vient et donne son opinion, moi, je veux un niveau A, puis vous allez le transférer à l'urgence. Après ça, l'épouse arrive, non, on voudrait qu'il décède. Le médecin, les aidants, souvent vont se retrouver dans une situation avec une boucle qui ne s'en sort pas. Donc, si le fils, le frère des États-Unis arrive, il veut discuter, remettre en doute la situation actuelle, vous devriez parler avec l'épouse de monsieur. C'est elle notre vis-à-vis. Donc, pour ne pas se retrouver qu'on peut faire de l'enseignement de base, mais souvent, quand on se retrouve à toujours remettre en doute les choses, on a un seul répondant. Et quand il y a des discordes familiales, parfois, les gens vont appeler pour pouvoir avoir des nouvelles. On va les référer aux répondants parce qu'on ne sait pas qui est au bout de la ligne pour ne pas donner de l'information qui va être envoyée différemment. Donc, c'est l'importance, dès le début du processus, d'avoir un référent pour pouvoir bien accompagner le patient et ne pas se retrouver dans un malaise que le médecin et l'équipe soignante ne savent plus quoi faire au niveau de l'intervention en tant que telle. OK, la prochaine diapositive. Donc, il ne faut pas oublier les approches alternatives. On oublie parfois, quand on est dans un milieu hospitalier, dans un milieu très clinique, qu'il y a d'autres façons de soulager, et c'est les premières. Le positionnement, c'est le plus simpliste. Donc, s'assurer que notre patient est bien positionné, bien droit, qu'on mobilise régulièrement sur le côté, qu'on va rafraîchir. Donc, ça veut dire les patients vont souvent se retrouver en diaphorèse, surtout s'ils sont en hyperventilation ou dépendant de la médication. Donc, c'est important qu'à chaque fois qu'on va les voir, on va les frictionner, on va les rafraîchir, retourner l'oreiller de bord, s'assurer qu'il n'y a pas aucun pli sur le... Ça fait simpliste comme ça, mais ça fait une grosse différence. Massage. Donc, un massage, masser le bas du dos, masser le fessier pour favoriser une circulation parce que pendant 2 heures, il est sur le même point, il ne bouge pas du tout. Ça va faire du bien, ça va apporter du confort en tant que tel. Les gens vont souvent oublier les stimuli. Donc, les gens, souvent, les intervenants sont dans la routine. On arrive, on va tourner monsieur Untel, on allume les lumières, les grosses lumières au-dessus du patient, on discute de notre fin de semaine pendant qu'on interagit, mais on le rappelle dans tous les milieux qu'on doit faire ça, mais souvent, c'est important, en particulier en fin de vie, de diminuer le plus possible les stimuli
du bruit, la lumière. Et c'est la même chose au niveau de la famille. Parfois, les familles vont oublier que le patient est toujours là. Puis on rappelle souvent qu'on peut avoir les yeux fermés et la bouche fermée, mais on ne peut pas se fermer les oreilles. Donc, le patient en fin de vie entend tout en théorie. Donc, de là, de parler de ce qu'on va faire en fin de semaine, des sandwichs pas de croûte qu'on va faire lorsqu'il va être décédé, c'est le genre de sujet qu'il faut éviter. Fait que souvent, on va rappeler aux familles de faire attention à ce qu'ils disent dans la chambre, leur rappeler que s'ils veulent dire des choses, c'est important de l'exprimer et d'y aller avec, faire attention au niveau des stimuli. Et la co-analgésie, donc, au-delà des molécules qu'on va voir dans les prochaines secondes, il y a d'autres médicaments qu'on peut donner. Donc, au niveau de l'administration de la médication, ce qui est important, c'est que souvent, les gens connaissent peu leur classe de médicaments. Donc, si on y va au niveau des intervenants, que ce soit les opiacés, les benzodiazépines, les anticholinergiques, les gens le connaissent pour le mythe, mais quand ils connaissent mal, est-ce que c'est la durée d'action? Est-ce que c'est une demi-vie d'une demi-heure, de 2 heures? Et ce genre de situation-là va faire une grosse différence quand on va vouloir donner des PRN. Parce qu'un PRN, donc un médicament au besoin, si je ne connais pas la durée d'action de mon médicament, j'ai déjà vu des choses comme des aberrations. Donc, un Dilaudid Q8 heures, ça n'existe pas un Dilaudid Q8 heures parce que après 4 heures, normalement, mon pic est descendu quasi à 0. 6 heures, j'en ai plus. Donc, ça voudrait dire que je me retrouve constamment avec une fenêtre qui n'est pas couverte du tout. Donc, de là, l'important de bien connaître mes molécules, pourquoi je le donne. Donc, est-ce que c'est pour la douleur? Est-ce que c'est pour l'agitation? Est-ce que c'est parce qu'il y a des râles? Ça va me permettre que c'est bien beau avoir plein de médicaments, mais si je ne sais pas bien les utiliser, je ne serai pas plus avancé. D'expliquer aux familles pourquoi on le fait. Donc, je viens voir votre père, il est agité, il essaie d'arracher ses sons, il a sa sonde, il essaie d'arracher. On va lui donner un petit verset, vous allez voir, il va être plus calme, puis il va se sentir mieux. C'est pas le fun d'être agité, c'est pas le fun d'avoir peur à l'intérieur. Vous allez voir, il va être mieux après. La manière qu'on va amener le sujet va faire la grande différence entre ils veulent l'endormir pour ne pas s'en occuper versus je pense qu'il n'est pas confortable, c'est pour ça qu'on va lui donner cette médication-là. Et l'importance aussi, on voit souvent des lacunes dans les notes infirmières parfois. On ne sait pas pourquoi la médication a été donnée. Donc, l'importance qu'on voit qui a été bien évaluée avant, pendant et après. Ça va guider le reste de l'équipe à la raison du pourquoi qu'on donne la médication. Et dans la même ordre d'idée, les PRN, donc pourquoi qu'on les a donnés. Et souvent, les gens, quand je fais des lectures de dossiers, au fond, on va constater que ça fait 4, 5, 6 jours que le patient prend des PRN 4 à 5 fois 3, 4, 5, 6 fois par jour. Qu'est-ce que ça veut dire, un PRN qui est donné régulièrement? C'est que la dose initiale n'est pas suffisante. Donc, ce n'est pas supposé normalement comme en soins palliatifs. Quand on se rend compte qu'on a donné 3 à 4 interdoses dans les 24 heures, on fait changer la dose initiale. Mais dans certaines cultures, c'est mal compris. Donc, comme c'est mal compris, le PRN est normal. Quand normalement, on devrait modifier la dose initiale parce que la maladie va évoluer. Et en évoluant, les souffrances vont augmenter. Et ce qu'on veut, ce qu'on disait dans le préambule, tantôt dans l'édition des soins palliatifs, c'est qu'on veut que la personne soit confortable et ne souffre pas. Donc, en conclusion, je n'ai rien inventé la roue en tant que telle. C'était juste un petit rappel de l'importance de bien connaître son patient. Notre patient, souvent en CHD, ça fait plusieurs mois minimum qu'on le connaît. On connaît l'histoire familiale, on connaît la pathologie, puisqu'on a souvent la même genre de pathologie. Donc, on s'en rend compte à mesure que notre patient va avancer dans sa pathologie qui n'est pas comme d'habitude. Donc, quand on connaît bien notre patient, il y a 6 mois, il était comme ci, il y a 2 mois, il était comme cela, et maintenant, ce n'est plus le même homme que je connaissais. Donc, en le fait de bien connaître, on va reconnaître les signes de douleur, les signes de souffrance, les signes d'inconfort. L'importance d'impliquer rapidement la famille dans le processus, au niveau de l'enseignement, du support, avec les mettre comme acteurs dans le processus de fin de vie. Oui, il était présent quand il y avait des activités de bingo, puis il y avait des activités de loisirs, c'est le fun. Mais là, ils doivent être encore plus présents dans la fin de vie pour pouvoir accompagner. Personnellement, ils vont avoir un processus qui va accompagner la personne vers sa fin. Et deuxièmement, ils vont mieux comprendre les étapes de la fin de vie. L'autre chose aussi qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut avoir une approche multidisciplinaire. Ça ne regarde pas seulement le médecin et l'infirmière dans la fin de vie. Il y a l'accompagnateur spirituel, il y a le travailleur social, il y a les préposés aux bénéficiaires. C'est tous des gens qui ont un bagage qui peuvent qui vont mieux englober la fin de vie.
L'importance de désamorcer les crises plus tôt que plus tard. Et souvent, étant donné que les soins palliatifs, on en parle plus tard que plus tôt, on omet d'en parler des soins palliatifs. On vit avec les différentes crises, mais quand le décès est imminent, là, on se retrouve avec des situations familiales, des situations de compréhension de la médication qui sont difficiles parfois. Donc, il vaut mieux apprendre à nommer les choses. Et à force d'apprendre à les nommer, on finit par devenir soi-même plus confortable. Et comme on a donné comme un critère tantôt, qu'en CHSLD, 100% des patients vont décéder normalement en CHSLD, on doit développer cette habilité-là d'accompagnement en soins palliatifs. Donc, tout est dans l'approche, tout est la manière de dire les choses qui va faire une grosse différence entre un patient et une famille qui va être bien accompagnée versus une famille qu'on va gérer en crise et qui va vivre difficilement la fin de vie. Voilà. Merci, Daniel. Alors, je voudrais maintenant vous donner la parole à tous pour toute question ou commentaire. S'il vous plaît, ne soyez pas timide. Question. Y a-t-il des cas complexes ou des cas que vous voyez que vous auriez le goût de discuter, que vous vivez au quotidien? Ça peut peut-être ouvrir la porte. Hein? Je suis sûr que vous avez des situations particulières où vous vivez au quotidien. Il y a Monia Caron qui a la main levée. Vous pouvez peut-être intervenir, Mme Caron, d'enlever votre micro. On a une question dans le chat. Dans la loi, on parle d'interdisciplinarité. Est-ce que c'est utopiste? Voulez-vous commencer, Dr. Rover? Je terminerai. Moi, je dis que non. C'est pas le cas souvent. Mais à Pearly Health, par exemple, on est vraiment une institution énorme. On a 450 lits, 450 personnes. Mais alors, on a de l'aide avec les ergothérapeutes, physio, les travailleuses sociales. On a un prêtre qui est sur place 4 jours par semaine, régulièrement et en fin de vie aussi. Alors, moi, mon expérience, c'est que non, ce n'est pas utopiste, je le vis. Je suis dans le même ordre d'idée, c'était ma conclusion tantôt. L'importance d'impliquer tous les acteurs qui pourraient bonifier la fin de vie, dans le fond. Et un des types d'emploi qui est oublié souvent, les préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est eux qui passent le plus de temps avec le patient, c'est eux qui se rendent compte que le patient commence à diminuer au niveau de son état. Donc, de donner l'importance que c'est une belle ressource. Et l'accompagnateur spirituel, c'est une autre ressource qu'on oublie souvent. On pense médicaments, on pense adaptation, mais le niveau de l'accompagnateur spirituel doit être mis en avant. Donc, au contraire, c'est de prôner cette approche-là. Ce n'est pas utopique du tout. Hein. Et ce que je trouve souvent aussi, c'est que avec l'expérience, on commence à prévoir les choses. Donc, si par exemple, dans des centres qui sont un peu plus petits que 450 lits, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui travaille à temps partiel. Mais si on prévoit les changements d'avance, souvent on peut organiser des visites prévues quand la personne visite généralement. Et l'autre chose aussi que je voudrais mentionner aussi, c'est que les volontaires, il ne faut pas les sous-estimer aussi. On va même impliquer les bénévoles aussi dans la situation. Oui. Madame Caron, est-ce que vous avez une question? Je ne sais pas si la main a été levée. OK.
Je pense que pas. Puis on a une question de Gwendal Rowe. J'entends qu'il serait souhaitable de mettre en place des soins PEL dès la mission en CHSLD. Pourtant, l'approche soins PEL est améliorable dans ces établissements. Quelles seraient vos stratégies pour apporter l'approche palliative dans la philosophie des soins, tant auprès des infirmières et PAB qu'au niveau médical? Vous commencez, Dr. Robert, je continuerai. Okay. Oui, alors, ici à Pearly Health, on a tout organisé justement. C'est une institution anglophone, mais nous, c'est Frailty Informed Decisions, donc les décisions basées sur les connaissances de la fragilité. Et on en parle dès le début, quand les familles viennent visiter. Et puis moi, en Ontario, on a une conférence avec la famille en dedans des 6 semaines d'admission. Et souvent, ces conférences-là vont prendre 1 heure, 1 heure et demie, parce que ça va être la première fois que la famille et le résident apprennent qu'ils sont fragiles, que l'espérance de vie n'est pas ce qu'ils pensaient. Et où ils en sont aussi avec la démence ou leur maladie chronique. Mais en passant beaucoup de temps au début à expliquer comment les choses sont et à prédire plus ou moins ce qui va se passer avec une maladie quelconque, à prédire avec ce qui va se passer à l'hôpital. Moi, j'ai l'avantage que je travaille à l'hôpital aussi, donc d'un seul coup, moi, je suis un vrai médecin parce que je travaille à l'hôpital. Donc, je sais ce que je fais. Mais avec tout ça, en préparant les familles, ça facilite la tâche plus tard. Souvent, les infirmières vont dire, vous vous souvenez quand Dr. Robert a parlé de la cachexie, puis la diététicienne va dire, oui, on peut donner un peu de supplément, mais on ne pense pas que ça va faire beaucoup de différence, à moins que ça leur plaise, le chocolat ou quelque chose. Et souvent, ça ramène les discussions parce que ça peut prendre 2, 3, 4 conférences annuelles avant que la famille commence à comprendre. Dans le même ordre d'idée, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'occasions manquées. Donc, l'admission, c'est une occasion. Discuter des niveaux de soins, c'est une autre occasion. Les rencontres interdisciplinaires qu'on fait annuellement, c'est d'autres occasions. Et souvent, c'est mis en dessous de la table. Le malaise fait qu'on en parle moins. Et aussi de ramener les souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez, Mme Intel et M. Zeimer, il y a 6 mois, comment ils fonctionnaient? Maintenant, regardez où on est rendu. Pour les familles, et souvent, on omet de ramener sur le passé puis le présent. Et c'est le problème, c'est des fois, on a des portes qui sont très grandes ouvertes et les intervenants vont glisser puis ne la prendront pas. C'est le contraire. Il faut être capable de discuter de ces choses, mais ça nous ramène à notre propre vie. Il faut être confortable à parler de la vie, il faut être confortable à parler de la diminution de l'état général et de la mort éventuellement. Et il y a beaucoup d'outils aussi qui sont disponibles sur le web vis-à-vis des prognostiquer l'espérance de vie, quels sont les mauvais pronostics. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'oxygène pour son MPOC, c'est quelqu'un de vraiment malade qui pourrait mourir n'importe quand. Alors, juste le fait d'avoir besoin d'oxygène, ça met quelqu'un dans un risque très élevé. Et puis, il y en a pour toutes les maladies chroniques. Et il faut ramener son humilité aussi. Moi, je suis chef des soins palliatifs, donc je suis habitué avec une clientèle qui a quelques semaines à vivre maximum. Et je peux vous dire qu'un pronostic, c'est la science la plus inexacte au monde. Donc, combien de temps? Est-ce que c'est des jours, des semaines, des mois? Et plus on avance dans le temps, plus on peut se tromper. Donc, il faut amener sa propre humilité. Puis les familles vont vous poser souvent la question, est-ce que c'est la bonne foi cette fois-ci, la pneumonie? C'est cette fois-ci? Il faut ramener sur ce qu'on a observé et qu'on ne peut pas le prédire, mais présentement, ce que je vois de monsieur, c'est ceci ou c'est cela. Donc, il faut accepter qu'on n'a pas la vérité. Et souvent, les familles s'attendent qu'on va dire, écoutez, je regarde ma montre, je pense qu'il reste 36 heures et demie. Ça ne se peut pas. Donc, de là, l'importance de nommer les choses, mais en sachant qu'on ne peut pas tout avoir les vérités, dans le fond. Moi, une chose dont je me sers pour les familles, juste pour leur laisser savoir, c'est que si on voit des changements d'un mois à l'autre et que si ces changements-là continuent, je m'attends à 1 mois jusqu'à plusieurs mois d'espérance de vie.
Si je vois les changements maintenant s'accélèrent et qu'on remarque quelque chose d'une semaine à l'autre, à ce moment-là, je m'attends à une semaine, à quelques semaines d'espérance de vie. Et si on voit des changements d'une journée à l'autre, je m'attends à une journée ou plusieurs journées d'espérance de vie. Mais ça marche seulement si les changements continuent. Et souvent à l'hôpital, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Ils sont repatriés au centre. Et puis, d'un seul coup, le monde se stabilise. Et puis, à ce moment-là, le prognostic, évidemment, il va bien changer. Et l'important, je pense, c'est surtout de soutenir les autres personnes qui travaillent dans les différents secteurs aussi. Alors, s'ils ont dit oui, d'après ce qu'eux, ils avaient vu, ils pensaient que c'était quelques jours. Mais vous voyez, là, maintenant, c'est pour ça que maintenant, vous savez pourquoi on n'aime pas trop en parler. OK, alors, il n'y a pas d'autres questions. Nous ferons une petite conclusion. Au nom du Pallium Canada, je tiens à remercier nos conférenciers pour le temps qu'ils ont investi dans la réalisation de ce webinaire et pour les questions qui sont suivies. Nous sommes très reconnaissants pour le contenu que vous nous avez communiqué aujourd'hui. Alors, merci Ben, merci Michel. Et un grand merci à vous tous, à nos participants, d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Ce webinaire vous sera envoyé par email et je crois qu'un lien sera placé dans le chat. Et aussi concernant ce webinaire, un lien vers un sondage va être mis dans le chat en bas de votre écran et vous sera envoyé par email aussi. Je vous encourage tous à y répondre et faire partager vos commentaires sur la session d'aujourd'hui afin que nous puissions améliorer ces webinaires à l'avenir. Je vous remercie. Et c'est tout. Encore merci et passez une bonne fin de journée et prenez soin de vous. Au revoir.